Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder un concept important du chapitre vecteur aléatoire, qui est la covariance de deux variables aléatoires réelles discrètes. Alors commençons d'abord par rappeler la définition de la covariance. La covariance, c'est l'espérance du produit de deux variables, la première qui est x moins e de x, c'est-à-dire x moins son espérance qui est un réel, et la deuxième, y moins e de y. La covariance est l'espérance de ce produit. Alors, pour calculer l'espérance de ce produit, naturellement, nous n'avons pas besoin de trouver la loi de cette variable. Nous pouvons appliquer le théorème de transfert, dont on donne tout de suite une application. La covariance de xy est égale à la double somme des valeurs prises par cette variable, c'est-à-dire xi moins e de x, multiplié par les valeurs prises par cette variable, c'est-à-dire yj moins e de y, multiplié par la probabilité que ces valeurs soient atteintes. C'est-à-dire, on retrouve ici la loi conjointe, p de x égale xi, fois inter y égale yj. Il s'agit, attention, non pas d'une simple somme, mais d'une double somme pour tous les couples xi, yj de valeurs possibles qui sont dans l'ensemble des valeurs prises par le couple xy de oméga. Ça peut être par exemple un n au carré, ça pourrait être aussi l'ensemble des couples ij tels que i soit plus petit que j, ou ce genre de choses. Ça, tout dépend des exercices. Vous devez donc d'abord calculer naturellement xy de oméga avant de calculer la covariance. Voilà pour la définition. Alors, vous ferez attention que pour qu'une covariance existe, il faut que cette série double soit absolument convergente. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu les séries doubles, un petit élément rapide, si les variables aléatoires x et y admettent chacune une variance, nous avons une propriété dans le cours qui nous dit que alors la covariance existe. Donc, pas besoin de calculer de montrer que cette série double converge en réalité en pratique, il suffit de montrer que x et y admettent une variance, et je vous rappelle qu'une condition suffisante d'existence d'une variance pour ces deux variables, c'est que chacune de ces variables admette un moment d'ordre 2. Donc c'est ce que vous allez faire dans les exercices avant de justifier l'existence d'une covariance. Lorsque vous avez des variables aléatoires x et y qui sont à valeur finie, c'est-à-dire lorsque le support est fini, l'ensemble des valeurs est fini, alors la covariance existe toujours puisqu'il s'agit d'une simple somme. Alors passons tout de suite à une autre formule de calcul très pratique. Cette formule-là, c'est la définition, on s'en sert très rarement, pour ne pas dire jamais. En pratique, nous allons toujours utiliser cette formule. La covariance de xy, c'est l'espérance du produit des variables moins le produit des espérances. Donc formule assez facile à retenir. Là aussi, pour le calcul de l'espérance de x fois y, vous passerez par le théorème de transfert, l'espérance de xi-yj fois la probabilité de x égale xi inter, y égale yj. Là aussi, double somme sur l'ensemble des valeurs prises par le couple xy. Alors, essayons de comprendre cette notion de covariance à l'aide d'un exemple. Ce qu'on peut interpréter avec la covariance, ce n'est pas la valeur de la covariance, mais le signe de la covariance. Alors, qu'est-ce qu'une covariance positive? Qu'est-ce qu'une covariance négative? Nous allons le voir avec cet exemple ici. Dans l'interprétation du signe de la covariance, je vais considérer x votre temps de travail en heures en mathématiques jusqu'au concours, et y la note que vous obtiendrez au concours Minpon en maths 2. Alors, essayons de donner quelques espérances pour commencer. On va supposer que vous êtes un élève moyen, mais néanmoins quand même travailleur, et puis que, à force de travail, vous allez réussir à avoir une bonne note. Alors, on va imaginer que d'ici au concours, vous ayez prévu de travailler 700 heures chez vous en mathématiques. Supposons que les concours soient dans un peu moins d'un an, ça vous fait à peu près de l'ordre de 2 heures par jour de travail, et supposez que compte tenu de votre niveau actuel et des 700 heures que vous allez travailler, l'espérance de Y soit égale à 12, c'est-à-dire que la note que vous pensez avoir en moyenne à Minpon, maths 2, serait égale à 12. Alors, maintenant, examinons ce qui va se passer si finalement x moins de x s'avère strictement positif. Bonne nouvelle, vous avez travaillé, finalement vous n'avez pas travaillé 700 heures, mais admettons 1000 heures par exemple. Cette quantité, cette différence, x moins de x, qu'on trouve ici, cette différence est positive. Que va-t-il arriver au niveau de y? Alors, y, naturellement, ne va pas forcément être au-dessus de 12. Vous pouvez très bien, malheureusement, rater l'épreuve, c'est possible. De la même façon, y pourrait très bien être, y peut très bien être en dessous de 12, au-dessus de 12. Ça reste une variable aléatoire. Inversement, vous pouvez peut-être avoir déjà fait le sujet, donc même peut-être que vous n'avez pas travaillé, vous avez fait le sujet, bon, vous obtenez une très bonne note. Donc ça reste une variable aléatoire, mais néanmoins, ce qu'on peut se dire, c'est que si l'écart entre x et son espérance est positif, c'est-à-dire si finalement vous avez travaillé plus que prévu, alors en moyenne, vous voyez ici la notion d'espérance qui est une notion de moyenne, alors en moyenne, cette quantité y moins e de y sera également positive. C'est-à-dire en moyenne, vous obtiendrez une note plus élevée que 12. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous travaillez. Vous travaillez parce que, en travaillant, vous augmentez en moyenne votre espérance pour la variable aléatoire qui vous intéresse, c'est-à-dire votre note en l'occurrence à Minpon maths 2.
Notez que ceci est assez logique, puisque ici nous avons une quantité qui est positive dans notre exemple. Nous en déduisons qu'en moyenne, cette quantité est positive. La covariance sera donc finalement une quantité strictement positive. Examinons maintenant la même chose, mais si x représente votre temps passé, disons, dans des bars, ou bien à la télévision, à regarder la télévision. C'est l'époque de la Coupe du Monde en ce moment, alors peut-être que vous regardez beaucoup la télé. Si vous regardez beaucoup la télévision, qu'est-ce qui va se passer? Naturellement, on peut imaginer que plus vous regardez la télévision, moins vous travaillez, moins vous avez une bonne note. Donc la covariance ici entre x et y va être négative, c'est-à-dire si cette valeur est positive, c'est-à-dire si vous regardez la télévision plus que prévu, alors en moyenne, cette quantité sera négative, c'est-à-dire vous aurez une moins bonne note. A l'inverse, si vous regardez moins la télévision que prévu, parce que vous vous disciplinez, vous regardez moins la télévision, vous faites un peu moins de sorties, vous travaillez davantage, alors, en moyenne, cette quantité-là va être cette fois-ci positive. Donc, vous voyez que lorsque ça c'est négatif, cette quantité-là est positive, lorsque cette quantité est positive, cette quantité est négative. Donc finalement, on a un produit de deux quantités de signes opposés, en moyenne toujours naturellement, la covariance sera à ce moment-là négative. Voilà, donc pensez bien sûr à faire le calcul de la covariance avec l'application de cette formule et du théorème de transfert, et pensez aussi à toujours interpréter le signe de la covariance. Lorsqu'une covariance est positive, on dira que les variables sont positivement corrélées. L'interprétation sera la suivante, plus x est élevé, plus en moyenne y prendra des valeurs élevées. Voilà, alors vous ferez attention à un dernier point qui est, dans le cas où la covariance est nulle, attention, vous ne pouvez rien conclure du tout. Vous pouvez dire que les variables ne sont pas corrélées, mais je vais rappeler un élément important, qui est le lien entre indépendance et corrélation. Si x et y sont indépendantes, alors x et y ne sont pas corrélées. Alors quand on écrit que des variables ne sont pas corrélées, ça signifie que leur covariance est nulle. La covariance de x et y est égale à 0. C'est assez compréhensible, puisque si des variables sont indépendantes, on peut très bien comprendre que plus x augmente, plus rien du tout. C'est-à-dire, la variable y ne va pas spécialement augmenter parce que x augmente, ni diminuer sous prétexte que x augmente. Donc l'indépendance implique la nullité de la covariance. Mais vous ferez attention, il est possible d'envisager une covariance nulle sans que pour autant les variables x et y ne soient indépendantes. Alors, on va faire un petit schéma ici, avec une courbe en économie qui est relativement classique, qui est la courbe de l'affaire. Ici, vous avez le taux d'imposition, et ici, vous avez les recettes fiscales. Si vous vous intéressez à cette courbe, il a été démontré, c'est une théorie économique assez classique, que plus le taux d'imposition augmente, plus les recettes fiscales augmentent, mais seulement jusqu'à un certain seuil, à partir duquel l'impôt commence à devenir confiscatoire, ou en tout cas décourage l'activité, ou encourage le travail non déclaré, et donc à partir d'un taux d'impôt trop élevé, finalement, les recettes fiscales finissent par baisser. Vous avez dans ce cas-là une covariance nulle, parce que si on s'intéresse à ce graphique, il est difficile de savoir si la corrélation est positive ou négative. Plus précisément, elle serait positive à partir au début, et elle serait négative ensuite. Donc finalement, on pourrait très bien imaginer que cette covariance soit finalement nulle au global. Pourtant, il est clair que les recettes fiscales et le taux d'impôt sont des variables qui ne sont pas indépendantes. Donc vous ferez attention. L'indépendance implique la nullité de la covariance, mais la nullité de la covariance n'implique pas l'indépendance des variables aléatoires x et y. Merci à tous et à bientôt.